Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RJO Canada. On est le 19 juillet déjà, mon Dieu, le temps passe vite. Je parle un petit peu de dollars aujourd'hui. La semaine dernière, on a eu quand même la Banque du Canada. Peut-être que je reviendrai justement à ce graphique-là. La Banque du Canada qui a augmenté les taux pour une, deux, trois, quatrième fois cette année. On est passé de 1,5 à 2,5, donc une hausse de 100 points de base ou de 1 si on veut. Et donc, on est rendu à 2,5 On voit ici cette augmentation assez phénoménale et rapide, violente de notre taux directeur, donc les taux d'intérêt, le coût de l'argent, combien ça coûte emprunter. Et là, évidemment, c'est le taux de la Banque centrale et en dessous de ça, bien, les lignes de crédit, les marges de crédit, les prêts, tout ça va découler aussi du taux directeur. Donc, l'impact sur le dollar canadien, habituellement, bon, on le voit quand on augmente les taux d'intérêt, habituellement, c'est une augmentation de la valeur relative du taux de change. Donc, je regarde le taux de change avec les États-Unis. Cependant, les États-Unis aussi augmentent leur taux. Donc, on voit quand même une tendance. Je l'amène pour donner un peu de perspective graphique. On avait une augmentation, hein, une appréciation de notre taux de change depuis le début de la pandémie avec l'augmentation de la valeur des ressources, l'augmentation des taux d'intérêt, etc. Et là, ben, on voit qu'on a quand même une tendance plutôt négative. Okay? Donc, ce n'est pas quelque chose qui fait juste baisser en ligne droite. On le voit des fois, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, mais les hauts sont toujours de moins en moins hauts et les bas ben, sont toujours de plus en plus bas. Donc, d'une certaine manière, ce que ça fait comme impact quand on regarde ça, c'est qu'on a une tendance baissière. On avait quand même des supports très intéressants ou très importants ici aux alentours de 77. On les a cassés, finalement, on est revenu. Je ne peux pas dire qu'on est sorti de cette tendance-là, mais quand même, on le regarde du coin de l'œil. Donc, 2,5 le taux d'intérêt, c'est le plus élevé depuis la crise financière de 2008, si on veut. Mais si on regarde historiquement, depuis les années 90 ou même les années 80, on demeure dans un environnement de taux d'intérêt relativement faible, toute proportion gardée. Et ça risque d'augmenter, ça risque de continuer d'augmenter ces taux d'intérêt-là. On voit la différence, c'est à 2,5 en fonction de l'inflation de base. On voit qu'on a une très grande divergence. C'est règle du pouce, on a rarement un taux d'intérêt bien loin de notre inflation, tandis que là, ben, on a un très grand écart, ce qui va faire en sorte qu'en augmentant les taux, l'objectif, je vous dirais, dans le fond, là, à ce point-ci, l'objectif, ça va être d'augmenter les taux afin que l'inflation diminue. Donc, je ne pense pas que c'est les taux qui vont nécessairement aller à 10 pour faire baisser l'inflation. Simplement de passer de 2 à 3 à 4 peut-être va être suffisant pour ramener l'inflation à un niveau souhaité et acceptable. Mais enfin, donc, je ne passerai pas trop de temps là-dessus quand même. Là, le risque ici pour notre économie au Canada, c'est qu'on est extrêmement endetté. Donc, je regarde ici la dette des ménages. Donc, ça veut dire qu'est-ce qui nous reste comme revenu en fonction de nos dépenses, disons, en fonction de nos prêts, de notre endettement. On voit qu'au Canada, on est à 180. Donc, 180 ou 180. La manière de l'interpréter, ça, c'est que je vais avoir, pour chaque tranche de 100 pièces de revenus, je dois 180 des dettes. Donc, j'ai plus de dettes que de revenus, en guillemets. OK? Et si on veut se comparer à d'autres pays du G7, bon, on est beaucoup plus élevé qu'en Angleterre, qu'en France, qu'aux États-Unis, qu'en Allemagne, par exemple. On voit ici, Canada et États-Unis se suivaient beaucoup hein, jusqu'à temps que, bang, crise financière arrive. Les Américains ont beaucoup réduit leur niveau d'endettement, tandis que nous, au Canada, ben, on a plus une tendance à dire YOLO, puis on continue à s'endetter. Évidemment, la partie immobilier, le real estate, les maisons, les propriétés, ben, est une grande partie de notre endettement. Donc, on est très sensible à une hausse des taux d'intérêt. OK? Économiquement, je vais aller assez rapidement parce que je ne vais pas faire des vidéos trop longues non plus. Est-ce qu'on peut penser que la valeur des matières premières, l'ensemble des commodités, métaux, potash, grains, céréales, énergie, etc., donc l'ensemble des matières premières, les commodity index, si je regarde depuis 2008, on a eu quand même certains moments et là, on voit que ça se met à redescendre ici. Là. Donc, est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'on aurait atteint un sommet au niveau de la valeur des matières premières? On dirait que oui. Hein? Le passé n'est pas garant du futur, mais on dirait que oui.
Et bon, la Réserve fédérale américaine, eux aussi, vont augmenter les taux cette année. Si je regarde pour le meeting d'ici la fin de l'année, le 14 décembre, on prévoit que les taux d'intérêt seraient aux alentours de 4 okay? On est actuellement à 1,75. Donc, il reste encore beaucoup de hausses de taux aux États-Unis également. On voit que ça fait baisser les indices boursiers, ça fait baisser aussi certaines matières premières de base comme le cuivre. Je le vois aussi dans le coton. Donc, j'ai isolé certains qui avaient eu une sensibilité assez importante face à un ralentissement économique ou une récession. Donc, c'est simplement pour le visualiser. Côté météo, maintenant, c'est pas parfait. Je dirais que dans l'Est, ici, là, les précipitations sont plutôt abondantes. Dans l'Ouest, où commence à manquer. Cette semaine, il y a eu quand même des précipitations sur une bonne partie du territoire. Il en manque, pour être bien honnête, il en manque un petit peu à certains endroits. Et on a quand même des températures très chaudes et plutôt secs. Donc ça va maintenir, ou ça l'a maintenu, même augmenté la valeur des grains récemment, toute proportion gardée. Les cartes de sécheresse, on voit ici, ce n'est pas parfait. Ça s'est un peu même empiré, je dirais. Et on va regarder ça du coin de l'œil parce que pour le reste du mois de juillet, c'est plutôt chaud et sec. Justement, en fonction de la météo, on a la progression des cultures. Dans le maïs, bon, ça s'est maintenu peut-être à 64 d'excellentes conditions. Certains endroits se sont améliorés, d'autres se sont détériorés. Overall, statu quo. Et là, je regarde ici, évidemment, ce statu quo-là, 2022. On n'a pas, je ne peux pas dire qu'on a un tas de culture phénoménal, mais ce n'est pas une catastrophe. On est plutôt dans le milieu du range comparé aux 5 dernières années. Dans le soya, ça s'est détérioré d'1 %. On est rendu à 61 de bonne, d'excellente qualité. Je pense que c'est à travers le territoire, c'est assez généralisé, la baisse des conditions des cultures. Et on voit aussi, on s'est détérioré. Donc, le soya, pas parfait. On a besoin, ça finit comme l'année passée, ce n'est pas un problème nécessairement, mais on a besoin d'aller stabiliser ces cultures-là. Dans le blé de printemps, ça va très bien, 71 de bonne, d'excellente qualité. On voit ici qu'on est vraiment là, dans une bonne condition pour le blé de printemps. Le blé d'hiver commence à être quasiment plus que le 3/4, le 2/3, 3/4. On joue dans nos fractions et récolté. Somme toute, ça va quand même bien, même si la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous. Les spéculateurs, mon Dieu, je vais faire une vidéo qui est beaucoup trop longue, je suis désolé. Dans le maïs, on voit que les spéculateurs commencent à vendre. Okay? Donc, cet engouement-là, c'est qui naît des inventaires serrés, qui naît de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, on remarque là, que les spéculateurs commencent à flusher. Là. Ça fait quelques semaines de suite qu'ils vendent leur position, ils vendent les contrats d'achat. Donc, dans le marché à terme, là, chaque acheteur a un vendeur. Donc, si aujourd'hui, on vend des contrats, ça veut dire qu'on liquide des positions. On liquide ça aussi dans le soya. On a beaucoup liquidé dans le blé, hein, si bien qu'aujourd'hui, les spéculateurs sont vendeurs nets, donc ils sont short. Donc, ils misent sur une baisse des prix dans le marché du blé et la même chose aussi dans le blé de printemps sur une base Minneapolis. Donc, les spéculateurs vendent beaucoup de contrats actuellement sur les marchés à terme. Je regardais même certains, les spéculateurs souvent vont faire partie d'un certain fonds, un fonds négocié en bourse, par exemple. Il y en a un qui va répliquer ce que le prix du blé va faire. Okay? Je vais juste parler de lui. Hein. C'est pas... c'est simplement pour illustrer des fois l'impact que ça pourrait avoir. Bien, on voit dans la guerre comment les prix ont augmenté et là, maintenant, bien, les prix se mettent à diminuer parce que les craintes se dissipent peu à peu. La surenchère agressive commence à mettre un frein là-dessus. Enfin, plein de raisons. Et là, on voit comment ce fonds-là, okay, ce fonds Tecrium Wheat Fund, la volatilité, juste par le volume de transactions qui s'est produit dans le fond, on voit que normalement, là, il y avait 200, 300, 400 000 transactions par jour. Et là, bang, la guerre est arrivée. Une augmentation phénoménale de l'intérêt des investisseurs d'avoir une position, d'avoir une influence, je ne sais pas comment le dire exactement, de profiter financièrement, finalement, de la hausse du prix du blé. Et là, tout le monde se pitchait dans le blé. On en parlait aux nouvelles, le blé, le blé, le blé. Là, on voit que ça revient un peu dans une tendance beaucoup plus normale. Donc, ça, ici, on le voit très bien. L'augmentation du prix, l'augmentation de la volatilité et de l'intérêt des investisseurs de participer,
tout d'un coup, oups, ça nous intéresse un peu moins, les prix baissent. OK? C'est ça que je veux dire. Graphiquement, c'est un peu plus un fait divers. Je regarde, passe la phase brillante, je regarde le maïs en ce moment, maïs récolte, on voit que, bon, peut-être un petit peu éventuellement un signal d'achat si jamais les prix se maintiennent ou remontent un peu. On voit qu'on a cette zone de consolidation après une baisse assez importante. J'ai la même chose aussi au niveau du soya, possiblement un signal d'achat sur mon MACD. Ça va prendre quand même un petit push des prix à travers le temps. Et dans le blé, blé fourragé, même chose. Donc, on voit qu'on a une augmentation des prix. On revient un peu à la case départ. Si on se maintient un peu là, je pense qu'on va frapper des supports, des moyennes mobiles, des MACD qui vont se croiser. Je suspecte éventuellement qu'on pourrait, hein, ce n'est pas une certitude, mais on pourrait avoir un petit peu des signaux d'achat sur mes graphiques sur une base technique. Alors voilà pour aujourd'hui. C'est une vidéo un peu plus longue parce que on est, je sais pas, mardi matin, puis j'avais envie de vous jaser. Fait que, je vous dis bonne journée, à bientôt. Et puis, si vous avez regardé jusqu'à la fin, yes sir.